Bonjour, les élections législatives, c'est dans moins de 15 jours maintenant et nous poursuivons les débats sur France 3 Côte d'Azur le mercredi. Aujourd'hui, nous allons parler, en tout cas cet après-midi, de la troisième circonscription des Alpes-Maritimes. Alors on va voir une carte, comme on fait d'habitude, pour bien se mettre cette circonscription dans la tête. Elle comprend le nord et l'est de Nice. Il y a 3 communes autres en dehors de Nice, c'est la Trinité, Saint-André-de-la-Roche et Falicon. On va voir également maintenant le nombre d'habitants. Le nombre d'habitants, c'est un peu moins de 138 000. Et puis le sortant, c'est Cédric Roussel, de la majorité présidentielle, qui ne se représente pas. 5 invités sur le plateau pour débattre pendant presque une heure. Je vous les présente tout de suite. Benoît Candel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat du Rassemblement national. Laurent Castillo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat investi par Les Républicains. Enzo Giusti, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat NUP, Nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Vous êtes à titre personnel LFI, la France Insoumise. Philippe Pradal, bonjour. Vous êtes Bonjour. le candidat de Ensemble, donc c'est la majorité présidentielle, et vous êtes à titre personnel du parti Horizon, c'est le parti d'Édouard Philippe. Et puis Philippe Vardon, bonjour. Bonjour. Vous êtes soutenu par Reconquête dans cette élection, mais vous n'êtes pas Reconquête à titre personnel. On va en parler tout à l'heure. Alors, il y a d'autres candidats dans la troisième circonscription des Alpes-Maritimes qui se présentent au premier tour. Vous les voyez à l'écran, je vais vous dire leur nom. Il y a Estelle Jacquet. Ce que vous voyez à droite, ce sont les nuances qui sont attribuées par la préfecture des Alpes-Maritimes. DXG, ça veut dire extrême gauche. En fait, c'est lutte ouvrière. Gabriel Caine-Mercier, candidature écologiste. David André Darmon, candidature écologiste. Marie-Françoise Cossin, candidature écologiste. Dominique Bois-Motard, RDG, ça veut dire radical de gauche. Yann Benoît, candidature nuancée divers. Sylvie Bonaldi, écologiste. Et Marie-Ange Rivière, DSV, ça veut dire droite souverainiste. Vous allez voir enfin un QR code sur votre écran. Vous pouvez le scanner avec l'appareil photo de votre téléphone et ça va vous renvoyer à un dossier complet sur les législatives en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va faire plusieurs parties dans cette émission, mais on va commencer, comme pour chaque débat, par des réactions qu'on a recueillies dans la troisième circonscription des Alpes-Maritimes, des réactions d'habitants. On les écoute et puis on va en débattre après. Les gens, ils n'entendent pas grand-chose parce qu'il y a une déception qui se fait dans tous les milieux des coins politiques. Donc c'est pas évident qu'il y aura un parti qui va émerger d'un autre. Qu'il y ait des choses qui bougent pour l'emploi, pour le médical, pour les médecins où il fait des mois pour avoir des rendez-vous, les spécialistes. Ça ne me concerne pas trop, mais bon, je vois autour de moi, il y a des familles et tout qui s'en sortent moins qu'avant, qui ont du mal, quoi. Après, on peut parler aussi de la sécurité. Bon, ben ça, c'est un peu partout pareil. Oui, un petit peu de changement, oui. Les retraites, la qualité de vie, le pouvoir d'achat. C'est important, le pouvoir d'achat. Voilà, ce que les gens attendent dans la circonscription. Alors bien sûr, ce n'est pas représentatif. Forcément, ces réactions ont été recueillies par Pierre-Olivier Casabianca et Véronique Lupeau. On fait un premier tour de table rapide, on commence toujours comme ça. Je vous demande à chacun si c'est ce que vous ressentez, ce que vous entendez dans votre travail, dans votre campagne de terrain au quotidien. Benoît Candel. Oui, alors c'est tout à fait ça. Les citoyens ont des problèmes de la vie réelle, c'est-à-dire des problèmes de pouvoir d'achat en ce moment. Je rappelle qu'on a une inflation qui est annoncée ce matin à 5,2% au mois de mai. Dans le même temps, on est rentré en décroissance. On a une croissance sur le premier trimestre de 0,2%. Donc les gens ont des problèmes de fin de mois. Ils ont des problèmes quand ils vont à la pompe à essence, parce que le litre de gasoil est à 1,96 €. Ils ont des problèmes de retraite, ça a été dit aussi. Ils ont des problèmes de sécurité. Voilà, c'est le quotidien et c'est pour ça qu'on est ici autour de cette table pour en débattre. Laurent Castillo. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on entend dans la rue, c'est ce que j'entends dans mon métier avec, on l'a entendu, le pouvoir d'achat qui est une véritable problématique des Français et des gens de la circonscription, mais des Français en général. La santé, je veux dire, du fait de mon métier, je l'entends tous les jours, je le vis au quotidien. Et la sécurité, qui sont véritablement les 3 problèmes que nous remontent les gens. Et j'ai entendu aussi le désintérêt de la politique. Et véritablement, je pense que ce désintérêt de la politique, c'est l'absence de ligne droite, c'est ces changements de cap. Et on l'entend, et c'est ce que nous disent aujourd'hui, c'est ce qu'on entend tous les jours sur la circonscription. Enzo Giusti. Oui, donc sur toutes nos actions, on a pu entendre les citoyennes et les citoyens se plaindre de problématiques très pratiques. Aujourd'hui, on ne peut plus remplir le frigo, on ne peut plus aller à la pompe. Mais il y a aussi quand même un élément d'espoir, puisque par rapport principalement aux valeurs que la Nouvelle Union populaire porte, c'est qu'on a la possibilité de changer. Et ça, on a quand même des gens aujourd'hui qui se mobilisent sur le terrain parce qu'ils croient à cet espoir-là. Philippe Pradal.
Oui, ces thématiques, nous les entendons, nous les connaissons, nous les travaillons. L'idée aussi, et qui remonte des contacts que nous pouvons avoir sur le terrain, c'est la perception que aussi des choses doivent changer en profondeur et que la sortie de la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre doit conduire à des réformes importantes et à la poursuite de réformes importantes dans ce pays. Philippe Vardon. Bon, bien sûr, hein, c'est ce qu'on entend là, c'est ce qu'on entend dans tous les quartiers de Nice, c'est ce qu'on entend à Falicon, à Saint-André-de-la-Roche, à la Trinité. Mais moi, je retiendrai surtout le premier témoignage, qui est celui, en effet, d'une déception de la politique en général. Et je crois qu'on doit tous en porter un bout. On a une démocratie représentative qui l'est de moins en moins, ce qui pousse de très nombreux compatriotes dans une abstention qui est devenue une abstention durable. Il y a une forme de sécession démocratique qui a lieu dans le pays. Bien sûr, vous avez raison, Monsieur Castillo, les revirements des uns et des autres, les changements de position, les changements d'étiquette contribuent à cela. Et je crois que notre devoir collectif, c'est de ramener de la clarté dans la politique en défendant des idées claires, des positions claires, pour pouvoir ensuite porter ces idées à l'Assemblée nationale et redonner confiance dans la politique et dans les élus à nos compatriotes. Alors, on va faire une première partie qui est justement une partie politique, et ça va nous permettre d'essayer de clarifier les choses, parce que effectivement, comme vous dites un peu tous, c'est pas toujours très facile de s'y retrouver. Alors, je vous propose de voir un tableau qui va nous montrer les résultats du premier tour de l'élection présidentielle dans la circonscription. Emmanuel Macron est arrivé en tête avec un peu plus de 24%, Marine Le Pen deuxième, 23,8%, Jean-Luc Mélenchon est à 21,9%, Éric Zemmour à 13,5% et Valérie Pécresse à 4,7%. Deuxième tour maintenant, Emmanuel Macron est arrivé assez largement en tête quand même avec 54% et Marine Le Pen avec 46%. Voilà pour la situation politique de la circonscription lors de la présidentielle. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail maintenant parce qu'on a des questions à vous poser à chacun justement pour clarifier les choses. Alors on va d'abord voir Benoît Candel, Philippe Vardon. Honnêtement, d'ailleurs entre parenthèses, merci d'être là tous les 5 parce que ça va permettre de clarifier un certain nombre de choses. Philippe Vardon et Benoît Candel, il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien. Philippe Vardon, depuis un certain nombre d'années, vous êtes le leader du Rassemblement national à Nice. Vous êtes présenté plusieurs fois à des élections. Là, vous arrivez avec le soutien de Reconquête. Benoît Candel, vous étiez il n'y a pas très longtemps le responsable départemental de Reconquête. Vous arrivez avec le soutien du Rassemblement national. C'est compliqué à comprendre pour les gens qui nous écoutent. Essayez de nous expliquer, Philippe Vardon. Est-ce qu'on peut dire que tout a commencé justement parce que vous n'êtes pas ensemble ? Parce que le Rassemblement national et Reconquête ne sont pas ensemble. Oui, très clairement, si aujourd'hui je suis devant vous en tant que candidat d'Union nationale, candidat de rassemblement de la droite et des patriotes, c'est d'abord parce que justement j'ai voulu, moi, porter cette voix de l'Union aux élections législatives. Vous l'avez dit, j'ai passé de nombreuses années au sein du Rassemblement national, je suis issu du Rassemblement national, j'ai participé à l'équipe de campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2017, j'ai dirigé la campagne européenne de Jordan Bardella, plus récemment j'ai dirigé celle de Thierry Mariani. Je suis à la tête des élus d'opposition RN et droite populaire au conseil municipal de Nice, au conseil métropolitain, et je suis toujours conseiller régional. Oui, moi j'ai considéré, vous avez rappelé les résultats. Ils sont différents de ce qu'on a connu au niveau national. Ils sont différents dans notre circonscription, dans la ville de Nice et dans le département. Éric Zemmour, dans notre département, a rassemblé 14% des électeurs. C'est le double de ce qu'il a rassemblé au niveau national. Et moi, j'ai considéré que dans le cadre des élections législatives, il était politiquement suicidaire de s'enfermer dans une logique de division. Vous savez, les affrontements politiques, ils ont lieu souvent à l'élection présidentielle. Mais j'ai considéré qu'il fallait faire l'union, le rassemblement. Je me suis exprimé publiquement là-dessus. J'ai donné une interview dans le Figaro. Je me suis exprimé dans les colonnes de vos confrères de Nice Matin. Et pour cela, voilà, j'ai été clairement sanctionné d'une manière assez cavalière, assez désagréable. Et je dirais qu'on a aujourd'hui sur ce plateau, malheureusement, un exemple de gens qui ont été capables de faire l'union. La gauche, l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, avec qui je ne partage rien politiquement, il n'a peut-être pas besoin de le rappeler, mais en tout cas a donné une leçon de politique à l'ensemble de la droite et des patriotes en sachant rassembler son camp. Et c'est pour ça que moi je considère qu'il existe aujourd'hui dans notre circonscription un véritable danger Mélenchon et aussi au niveau national. On n'a pas souhaité le faire du côté du Rassemblement national. Je m'en suis expliqué personnellement avec Jordan Bardella. J'ai eu l'occasion d'en parler personnellement avec Marine Le Pen. On a aussi échangé par médias interposés ensuite. Moi, vous savez, je suis candidat dans cette élection pour
continuer cette démarche, rassembler les électeurs de Marine Le Pen, rassembler les électeurs d'Éric Zemmour et même rassembler les électeurs des Républicains qui ne veulent pas de la soumission au macronisme. On va se parler cash et je le ferai avec tous les autres. Est-ce que c'est pas que le Rassemblement national ne veut plus de vous? Écoutez, ce qui est clair, c'est que ma liberté de parole a été refusée. Ce qui est clair, c'est que on n'a pas accepté au Rassemblement national que je m'exprime aussi clairement et puis publiquement. Mais moi, vous voyez, je suis pas en politique pour un parti. Je suis en politique pour des convictions. Et quand je considère que le choix qu'on fait politiquement, stratégiquement, tactiquement même, ne permet pas à mes idées de prendre le chemin du pouvoir, eh bien je le dis. Alors, et puis moi je continuerai évidemment, et c'est pour ça que je suis sur votre plateau, et c'est pour ça que je suis candidat, je vais continuer à me battre pour les Niçois, je vais continuer à me battre pour les électeurs de notre circonscription. Je peux vous assurer que c'est pas dans un bureau à Paris, avec une décision administrative, qu'on peut décider de mes engagements, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. On continue cette partie de clarification. Benoît Candel, est-ce que votre retour du coup au Rassemblement national, il n'y a jamais été, monsieur Candel. Non, mais en tout cas là, d'avoir été responsable de Reconquête ici dans les Alpes-Maritimes et puis là d'être investi par le Rassemblement national, est-ce que c'est pas finalement une forme d'opportunisme? Écoutez, au niveau des idées, j'ai toujours été à droite et je reste à droite. J'ai été donc effectivement le responsable de Reconquête 06 avant les élections présidentielles. Et en fait, on m'a annoncé que M. Vardon allait arriver de force contre l'avis du bureau départemental, contre mon opinion personnelle. Et moi, je pense que M. Vardon, je n'ai pas de contentieux personnel avec M. Vardon, mais politiquement, M. Vardon est sans doute la personnalité politique du département la plus mal placée pour réunir les électeurs de droite à raison de son passé identitaire, de son passé racialiste. Voilà, c'est pas la personne la mieux placée pour faire ça. Vous le savez, vous l'avez même dit vous-même. Et ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est la loyauté de M. Vardon vis-à-vis de Marine Le Pen. Il n'a pas voulu faire la campagne de Marine Le Pen parce qu'il travaille avec Nicolas B. Vous savez que Nicolas B. est parti chez Reconquête. Il a voulu suivre Nicolas B. Et logiquement, il y a un principe de loyauté. Et Marine Le Pen a considéré qu'il y avait eu trahison et que donc elle ne pouvait pas investir M. Vardon sous l'étiquette du Rassemblement national dans la 3e circonscription. Je suis en rien responsable de cette situation. C'est vous tout seul qui avez fait ce choix. Monsieur Candel, vous avez croisé pour la première fois de votre vie un tract du Rassemblement national il y a une semaine. Marine Le Pen a... Venir m'expliquer à moi que j'aurais pas fait la campagne de Marine Le Pen. Écoutez, s'il y a une situation où vous êtes exclu du Rassemblement national, vous allez être exclu à la région du groupe Rassemblement national, ça n'a pas de bon fait. C'est vos décisions. C'est vos décisions. Qu'est-ce que vous en savez, monsieur Candel? Et donc, moi, je suis investi aujourd'hui par Marine Le Pen, qui a considéré que j'étais un candidat d'ouverture, au même titre que vous étiez, vous, un candidat d'ouverture en 2013, parce que je rappelle qu'avant 2013, vous mettiez systématiquement des candidats Nissa Rebella devant les candidats du Front National et du Rassemblement National. Donc voilà, c'est cette situation, elle est claire. Aujourd'hui, je suis membre adhérent du Rassemblement National, on vous a forcé la main, vous avez dit, officiellement par Marine Le Pen. Je suis le candidat de Marine Le Pen dans la 3e circonscription des Alpes-Maritimes. Et franchement, en ouverture de ce débat, on parlait des vrais problèmes des gens de la circonscription. Ils se foutent complètement des chamailleries et des difficultés qu'on a tous les deux. Je suis pas certain de ça, monsieur Candel. Non, mais je vous dis juste une chose. On a juste besoin de clarifier. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'on fait ça. Monsieur Vardon est responsable de sa situation aujourd'hui. Il n'a pas voulu soutenir Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a considéré qu'il y avait des loyautés. Je vous dis juste une chose. Vous dites que les gens s'y intéressent pas. Alors, c'est pas... je le pense pas, sincèrement. C'est pour ça qu'on fait cette première partie. Parce que les gens, quand ils vont dans un... Attendez, laissez-moi terminer. Quand ils vont dans un bureau de vote, ils ont des noms des gens. Et il faut quand même qu'ils sachent pour qui ils votent. Je vous pose une dernière question, parce que le débat ne se fait pas entre tous les deux. Si, au second tour, si l'un doit se appeler à voter pour l'autre, ça me paraît difficile. Mais c'est intéressant que vous parliez des seconds tours, parce que M. Candel, qui arrive aujourd'hui en s'accrochant la flamme du Rassemblement national au veston, il n'a jamais été capable d'appeler dans un second tour à voter pour le Rassemblement national. À l'élection présidentielle, M. Candel, on n'a pas entendu votre voix pour appeler à voter pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Oui, vous pouvez le dire maintenant, mais on ne vous a pas entendu. Aux élections municipales, M. Candel, vous n'y étiez pas. Je sais que vous vous plaisez toujours. Rassemblement de droite, j'avais des engagements précis. Vous vous plaisez toujours à rappeler. Laissez-moi terminer. J'avais 60 policiers. Et la moitié de vos colistiers
ont appelé à voter pour moi, je vous remercie de le rappeler, au second tour Et de l'autre moitié, l'élection non. municipale, vous n'en avez pas été capable. Vous n'avez pas su faire la différence entre M. Estrosi, la gauche écologiste et le camp national. Et aux élections régionales, M. Candel, à 2 jours du premier tour, vous donniez une interview pour dire que les électeurs de la région ne souhaitaient pas voter ni pour M. Muselier ni pour voter M. Alors, Mariani. écoutez-moi. Vous êtes le moins bien Écoutez, placé ouais, c'est aujourd'hui typiquement- pour non, mais- porter les couleurs du Alors, mais Rassemblement justement, national. on On mais disait c'est que pas- les gens avaient des problèmes de pouvoir d'achat. Mais on va en parler. Mais la Et- clarté et- des et- convictions, c'est non, mais important, je- monsieur je- Goudel. très clair. Vous avez Mais fait, je vous vais avez vous fait 5 proposer- partis en de la 5 ans. situation. Vous êtes Stop, responsable de la stop, situation. je propose dans qu'on ce arrête ce débat entre Vous êtes vous deux. responsable On a de votre compris. situation. On Si a vous aviez compris. été Arrêtez-moi loyal si je me à trompe, Marine vous êtes Le passé Pen, par vous l'UMC, auriez été investi Benoît par le Candel. Rassemblement par national. l'LF, par Stop. CNIP, Philippe par Bardon, Reconquête. Philippe Bardon, Philippe Bardon, Aujourd'hui, Philippe le Bardon, RN, pas vrai, c'est Philippe faux. Bardon. Demain, Stop, LFI. stop, C'est faux. on a compris, on a compris. On a compris, c'est compliqué entre vous deux. Non, mais Alors, non, le pour dé- répondre non, à non, votre mais le question, débat pour le répondre à la montre. question sur le deuxième tour. Oui. Moi, c'est très clair. Le Rassemblement national a dit au deuxième tour, si on a un candidat Reconquête en tête, on appellera à voter pour le candidat Reconquête. Donc j'attends la même chose de M. Vardon. Ce sera donc la première fois de votre vie que vous arriverez à faire un vrai choix au second Est-ce que tour. vous le ferez Donc, vous, mais moi, je suis très clair. Je suis dans cette élection pour me battre face au système Macron, qui s'appelle le système Estrosi, et face au On danger passe- Mélenchon. on passe- Donc les candidats qui seront opposés, soit au danger Mélenchon, soit au système Macron, auront mon soutien. Alors On vous voyez passe aux qu'on autres candidats arrive et- quand même à un point d'accord. Voilà, on termine cette partie. On passe aux autres candidats pour la clarification et on poursuit cette clarification. Laurent Castillo, vous êtes soutenu par les Républicains. Bon, vous, la question, elle est assez simple. Vous êtes quelle ligne des Républicains ? Alors, vous l'avez dit, c'est assez simple. En préambule, j'ai 60 ans, je suis professeur des universités de médecine depuis 17 ans. Si aujourd'hui j'ai voulu m'engager, c'est que à un moment, j'ai des convictions. Pour moi, je suis sur une ligne d'une droite qui est à droite. J'ai soutenu Éric Ciotti depuis son engagement aux primaires. Et véritablement, ma ligne, c'est celle-là. C'est la ligne de Laurent Wauquiez, c'est la ligne de Bruno Retailleau, c'est la ligne d'Éric Ciotti. Cette droite qui n'a pas honte d'être à droite, cette droite qui ne rejoindra jamais le parti d'Emmanuel Macron. Je respecte ces changements, mais véritablement, je crois qu'aujourd'hui, les Français, on l'a entendu, on a un petit peu marre, en tout cas sont déçus de cette perte de la lisibilité. Si je m'engage aujourd'hui en politique, c'est véritablement, j'ai une ligne droite, une ligne qui est à droite. Et j'entends Philippe Vardon dire ça. Sa suppléante appelle à soutenir Éric Zemmour. Et donc je pense être... Éric Ciotti, vous vouliez dire. Et Éric Ciotti. Et je pense véritablement que je suis le candidat soutenu par Éric Ciotti. Je suis le candidat de la droite. Aujourd'hui, les choses sont claires. Enzo Giusti, alors vous, c'est un peu particulier puisque vous représentez ici une force politique qui n'existait pas au moment de la présidentielle. Ça s'appelle donc NUP, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. La question là pour vous, elle est très simple. Alors, je l'ai dit au départ, vous venez de la France Insoumise, parce qu'il y a plusieurs partis dans cette nouvelle union. Comment vous pensez pouvoir exister dans un département qui n'est pas forcément acquis à la gauche ? Donc déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas un professionnel de la politique. Moi je viens de la base et aujourd'hui la Nouvelle Union Populaire, c'est ça, c'est un collectif. C'est un collectif de partis, mais aussi de syndicats, d'associations, de citoyennes et de citoyens engagés. Il ne vous aura pas échappé que par exemple ma suppléante, Mireille Damiano, n'est pas encartée. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a un espoir chez les électeurs et les électrices de gauche. En 2017, Jean-Luc Mélenchon faisait 17%. En 2022, on a fait 21%. Donc aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de montrer qu'il y a cet espoir. La Nouvelle Union Populaire apporte un projet de société, de changement radical, qui est requis aujourd'hui, parce qu'on a une urgence sociale, une urgence écologique, et qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté de ça. Donc oui, nous allons porter le projet de la Nouvelle Union Populaire dans un département qui, historiquement, est à droite. Mais il nous faut aujourd'hui, parce qu'on a eu 60% d'abstention en 2017 aux législatives, on ne peut pas se permettre de laisser les électeurs et les électrices dans cette position. Donc aujourd'hui, les valeurs qu'on porte, les valeurs sociales, les valeurs écologiques, c'est justement pour porter cet espoir-là. Alors, on termine cette clarification avec vous, Philippe Pradal. Alors, j'ai dit, on va voir des images, parce que là aussi, il faut expliquer. Vous faites partie de Horizon. On va voir des images, c'est quand Édouard Philippe était venu à Nice. C'était à la fin de l'année dernière, à la fin 2021. Horizon, c'est le parti d'Édouard Philippe. Et c'est une des composantes de ce qu'on appelle Ensemble, c'est-à-dire la majorité présidentielle. Donc vous représentez aujourd'hui la majorité présidentielle. Une question très rapidement, pourquoi vous avez adhéré à Horizon et donc vous avez quitté LR ?
J'ai adhéré à Horizon eu égard à la qualité des analyses que porte aujourd'hui Édouard Philippe sur la situation, avec l'expérience de Premier ministre qu'il a pu avoir et des solutions qu'il propose, et par le souhait aussi de faire peser au sein de la majorité présidentielle la pensée d'Édouard Philippe et la pensée de gens qui, avec une histoire à droite, moi, un premier engagement politique est au sein du RPR, et une histoire politique à droite qui faisait qu'il y avait toujours la conciliation de l'autorité et du social. Et je trouve qu'aujourd'hui, à Horizon, et au sein de la majorité présidentielle, il y a la place pour porter ces thématiques ensemble que je ne retrouvais plus dans les Républicains, dont je trouvais qu'ils avaient, dans leur dernière mouture, plus privilégié la tradition d'autorité que l'attention au social. Alors, je vous ai dit qu'on allait se parler cash, je vais le faire également avec vous. On va écouter. Alors, j'ai dit aussi au début de cette émission que le sortant ne se représente pas. Le sortant s'appelle Cédric Roussel. Il est de la majorité présidentielle, c'est le député sortant. On l'a interviewé. Je vous propose d'écouter sa réaction et on en parle après. À un moment donné, l'intérêt individuel doit s'effacer devant l'intérêt du projet et surtout pour mon pays auquel je suis attaché et mon territoire. Donc en cela, cette partie-là, je ne la jouerai pas. Je le regrette, mais c'est un choix qui est accepté par moi-même, qui a été assumé. Mais c'est pas pour ça que je ne serai pas peut-être sur d'autres feuilles de match. Alors, ça, c'est la fin de l'histoire. C'est-à-dire quand tout va bien, quand ça s'est réglé. C'était pas comme ça au début. Il y a eu un premier communiqué. Quand votre investiture a été annoncée, il y a eu un premier communiqué de Cédric Roussel, au vitriol, on peut le dire, qui était très, 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 très vif. Il parlait notamment de népotisme. Alors, j'explique en 2 mots pourquoi. On va voir une image de votre suppléante. C'est Jennifer Sall. Jennifer Sall, c'est la fille de Rudy Sall, que Cédric Roussel a battu justement il y a 5 ans. Cédric Roussel, au début, n'a pas compris qu'il n'ait pas l'investiture de la majorité présidentielle. Qu'est-ce que vous lui répondez, là, aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a eu... ce qu'on vient d'entendre, là, j'ai dit c'est la fin de l'histoire. Est-ce qu'il y a eu des négociations ? Je n'ai rien négocié. Pas vous, mais peut-être d'autres. Je ne peux pas vous répondre à cette question. Il faut la poser à Cédric Roussel et à ceux éventuellement qui auraient négocié avec moi. Mais ce que je veux vous demander, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a pas fait un bon travail. Pourquoi il n'a pas été reconduit ? Ça, c'est un autre sujet. Parce qu'il y a d'autres sortants qui ont été reconduits. Alexandra Valletta-Ardisson dans la 4e, Loïc Dombreval dans la 2e, et pas lui. Moi, j'ai du respect pour les femmes et les hommes qui s'engagent en politique, donc j'ai du respect pour Cédric Roussel. Je pense qu'il a été, à un moment donné, dans un rapport de force au niveau de la désignation et des investitures faites par la majorité présidentielle, rapport de force qui a conduit la majorité présidentielle, on l'a vu dans d'autres circonscriptions, à aller rechercher des profils d'élus locaux. Je rappelle que je suis élu depuis 2008 et que peut-être cette dimension d'aller chercher des élus locaux à même d'être des relais sur le terrain avec une histoire et une connaissance peut-être un peu plus profonde des ressorts des circonscriptions a été privilégiée. Je salue l'élégance des dernières déclarations de Cédric Roussel, sa loyauté à la majorité présidentielle, c'est ça qui restera. Un mot. Allez-y. Un mot. Véritablement, moi, j'ai une pensée, certes pour Cédric Roussel, mais surtout pour ses électeurs. Les électeurs d'En Marche du premier jour qui doivent quand même se sentir, et je l'entends au quotidien, qui se sentent un peu trompés. Et véritablement, ma différence avec M. Pradal, on était de la même famille politique, c'est que moi, je ne reprendrai jamais à mon compte le bilan d'Emmanuel Macron sur la santé. Je ne reprendrai jamais à mon compte le bilan d'Emmanuel Macron sur la sécurité. Et enfin, je ne reprendrai pas à mon compte le déclassement qu'on a eu pendant 5 ans, je dirais même pendant 10 ans, sur l'éducation. C'est notre différence. Philippe Pradal, que je respecte complètement, je veux dire, le reprend à son compte. Et moi, je ne peux pas reprendre à mon compte. Et c'est notre grande différence, le bilan d'Emmanuel Macron. Philippe Pradal ? Attendez, après, oui, Philippe Pradal répondait. Je trouve étonnant que le professeur Castillo parle des électeurs de Cédric Roussel et de la majorité présidentielle. Il y a effectivement dans le bilan, on peut faire le choix, et il n'avait pas échappé, je pense, ni aux électeurs, ni aux participants à ce débat, que Laurent Castillo ne soutient pas le président de la République. Mais dans le bilan complexe du mandat du président de la République, il y a aussi la gestion de la crise sanitaire. Il y a toutes les entreprises qui ont été sauvées par les dispositifs lourds de soutien. Et il y a aujourd'hui cette gestion de crise à assurer, avec un taux de chômage qui est bas, avec des entreprises qui nous disent qu'elles ont des difficultés à recruter et à traiter la question du pouvoir d'achat conjointement avec la question de la trajectoire
peut-être vers le plein emploi, mais en tout cas vers un taux de chômage plus faible. Donc c'est ces éléments-là dont je pense qu'ils peuvent permettre d'engager le quinquennat avec une nouvelle dimension, une nouvelle dynamique. Un mot des 3 autres candidats là-dessus, allez-y, Benoît Candel. Alors, moi, je connais très bien Christian Estrosi et Philippe Pradal. Je les ai connus à l'époque où ils étaient de droite. Je rappelle que vous étiez premier J'étais adjoint de premier Christian adjoint pendant Estrosi à un presque 6 moment, ans. ouais. Donc, je connais très bien le système Estrosi. Moi, je vous raconte la suite du film. Si Philippe Pradal est élu député, alors je ferai tout pour l'empêcher, parce que j'espère être élu dans cette circonscription. Christian Estrosi, au bout d'1 an ou 2 ans, va dire Philippe, tu t'effaces et tu laisses Jennifer Rassal prendre le poste de député. Et comme ça, Christian Estrosi aura rendu service à son ami Rudy Sall, qu'il connaît depuis des décennies, et l'affaire sera jouée. C'est ça l'histoire, en fait. Puisque Philippe Pradal est déjà très occupé, il a plein de fonctions sur la ville de Nice, et je sens la manœuvre. Je la sens parce que je connais le système Estrosi. Philippe Pradal. Ah ben là, je vais être très clair. Les fonctions que j'exerce aujourd'hui à la ville de Nice, le jour où je suis parlementaire, je ne peux plus les exercer. Donc j'aurai tout le temps de me consacrer pleinement, en restant un élu local, à mes fonctions parlementaires. Vous pouvez rester conseiller municipal. Je peux rester conseiller municipal et conseiller métropolitain, et je souhaite le rester. Mais La personnalité de Jennifer Sall, je trouve un petit peu réducteur de dire que Jennifer Sall, aujourd'hui adjointe en charge du social, est la fille de Rudy Sall. Oui, elle ne renie pas cette filiation, et c'est heureux, mais également elle a une action propre, une action politique ancienne, sur le terrain, et je trouve qu'il y a une forme presque de condescendance, de dire c'est une femme, elle est jeune, donc elle est là pour une autre raison que ses valeurs propres. Moi, je travaille avec Jennifer sur le terrain depuis longtemps, et je sais ses qualités propres, et je suis très heureux d'avoir Jennifer Sall comme suppléante. Je comprends, Philippe Pradal, c'est pas de la condescendance, il est légitime de poser la question aussi, parce qu'on peut se la poser. Elsa Justi, vous voulez dire quelque chose? Oui, c'est juste qu'encore une fois, moi je suis pas un professionnel, mais aujourd'hui, ce dont les gens ont besoin, c'est pas de savoir sur cette guerre d'ego qui va l'emporter. Aujourd'hui, c'est de remplir le frigo, c'est de remplir la voiture, faire l'essence, se déplacer, se soigner. Quand on doit faire le choix entre est-ce que je me chauffe ou est-ce que je mange, toutes ces questions-là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, sur la génération des 25-34 ans, ma génération, on a une abstention qui explose. C'est le thème qu'on va aborder juste après. Vous vouliez dire un mot, Philippe Bardon, et après on passe à la suite. Je trouve ça, en effet, Monsieur Pradal, quand vous parlez d'un rapport de force, c'est quelque part un aveu. Le rapport de force qu'a perdu Cédric Roussel, il l'a perdu avec Christian Estrosi avant tout. C'est la volonté de ce système Estrosi de remettre la main sur l'ensemble des circonscriptions niçoises. Moi, j'étais au second tour. J'ai éliminé Rudy Sall au premier tour lors des élections législatives de 2017. Je suis un peu le rescapé des élections législatives 2017, puisque aucun d'entre vous n'était candidat à l'époque. J'avais affronté Cédric Roussel, en effet, au second tour. Et on voit qu'il y a une volonté, qu'il y a une logique, effectivement, un peu de fief électoral, qu'on voit que pour Christian Estrosi, quelque part, c'est insupportable de s'imaginer que même dans sa propre majorité, puisque aujourd'hui, la majorité municipale, comme Cédric Roussel, faites partie de la même majorité, et bien même là, même au sein de la même majorité, il faut que ça soit quelqu'un de votre équipe, de votre clan, qui remette la main sur la circonscription. C'est une vision un petit peu particulière, mais effectivement, on y est habitué. Philippe Pradal, vous répondez du coup au mot clan. Oui. C'est une vision d'efficacité. Moi, je ne suis pas choqué que le maire d'une grande ville se dise « j'aimerais avoir des députés avec lesquels je puisse parler et travailler ». C'est aujourd'hui le sens de la démarche. Moi, je ne vois pas du tout de démarche clanique à ce niveau-là. Je vois une démarche d'efficacité pour aller traiter les sujets et les problèmes des habitants de la 3e circonscription. Ça veut dire que vous nous dites que vous ne pourriez pas parler avec un député si l'un de nous venait à être élu, ça veut dire que la ville ne travaillerait pas avec ce député, que le maire ne travaillerait pas avec ce député. Non, ça, c'est une vision clanique, précisément, M. Pradal. Pour parler, il faut être deux. Moi, j'ai toujours accueilli les gens qui ont demandé des rendez-vous dans mon bureau. Et je peux vous assurer que certains n'ont jamais demandé de rendez-vous, ni au maire de Nice, ni à ses adjoints. Alors, on parle des problèmes de la circonscription, justement, après cette clarification qui était quand même nécessaire, parce qu'il faut reconnaître que c'est assez compliqué dans cette 3e circonscription des Alpes-Maritimes. Les problèmes maintenant de la circonscription, vous en avez parlé à tour de rôle. On va parler du pouvoir d'achat et des retraites. Je vous propose, pour lancer le débat, de voir un portrait croisé de 2 retraités à Nice. C'est un portrait signé Margot Delaunay et Yannick Fournigaud. 35 €, ça fait ça. Pour les retraités, c'est dur. Toujours le même constat amer face aux étals des marchés. Retraité depuis 20 ans, Joseph Lebris fait ses courses, calculette en tête. On fait des choix, on peut pas. On a envie d'acheter tel fruit qui est là, hein, la pomme, elle est à 2,50 €, on n'achète pas. Des fruits et des légumes devenus trop chers, plus 9% en 2 ans. Face à l'inflation, les retraités sont particulièrement touchés. Quasiment aucune revalorisation des pensions depuis 2013. On ne peut même plus acheter un fruit. Ils sont trop chers. Oui. Ils ont augmenté tous de 2 ou 3 €. Ouais.
C'est pas normal. Ça ne suit pas les retraites. Non. L'alimentaire pèse lourd dans le budget des retraités français, mais ce n'est pas le seul problème. Jean-Claude Grigny, à la retraite depuis 3 ans, paye aujourd'hui près de 300 € de mutuelle santé chaque mois pour lui et son épouse. Lorsque nous quittons l'activité, nous sommes obligés de prendre une mutuelle à notre propre compte. Et à ce moment-là, nous avons la double peine. Nous avons une mutuelle qui est pratiquement 2 fois plus importante en valeur. Mais en plus, vu que l'âge avance, tous les ans, on nous augmente un petit peu la mutuelle. Alors pour faire des économies dans cette maison, le bois est devenu un incontournable. C'est plus de la moitié moins cher que se chauffer au gaz. Et je ne parle pas de l'électricité, je parle du gaz, parce qu'on est équipé au gaz, mais le gaz, on ne s'en sert pas. Les 18 millions de retraités français attendent des réponses claires à leurs inquiétudes. Voilà, alors c'est un thème qui ne concerne pas que les retraités, ça concerne tout le monde. Alors on va débattre là-dessus, je vous demande de m'écouter un peu pour les temps de parole. Philippe Bardon, vous avez une énorme avance. On va essayer de remédier à ça. Philippe Pradal, donc l'une des premières mesures qui sera examinée par le gouvernement et la future Assemblée, ce sera justement le pouvoir d'achat. Quelles sont les réponses que la majorité présidentielle apporte à ce problème ? D'abord, puisque le sujet des retraités est venu en premier dans votre reportage, le retour de l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation. C'est que nous avions pris l'habitude de ne plus avoir d'inflation et on voit, et pas seulement en raison de la crise en Ukraine, qu'il y a eu tout un tas d'augmentations aujourd'hui qui pèsent très lourdement sur tous les foyers et sur les retraités en particulier. Donc ce retour de l'indexation dès les pensions de retraite du mois versées au mois d'août, si la majorité présidentielle devient la majorité parlementaire, sera au calendrier parlementaire. Il y a également des mesures en faveur des travailleurs indépendants qui ont les plus faibles revenus. Parce qu'on l'a vu, notamment au moment de la crise des Gilets jaunes, beaucoup de gens aujourd'hui sont auto-entrepreneurs, ont des tout petits boulots mais à leur compte et ont des niveaux de charges sociales très élevés par rapport à leurs revenus. Il y a des mesures donc de garantie à ce stade qui sont prévues dans la loi pouvoir d'achat pour permettre à ces travailleurs indépendants d'avoir un niveau minimal de revenus par la baisse des charges sociales. Il y a également progressivement, avec la réforme des retraites, la montée de la pension minimum de retraite à 1 100 € par mois, ce qui serait aussi une avancée importante. Et puis il y a des mesures de très court terme qui doivent être prises. Il faut accompagner la crise énergétique. Et donc la notion de chèque énergie sera maintenue et également la notion de chèque alimentation. Mais je voudrais aussi illustrer, et votre reportage me paraît très intéressant sur ce point, ce retraité qui utilise le bois. On voit bien qu'il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises en matière d'accompagnement, de lutte contre le dérèglement climatique qui permettent de faire des gains de pouvoir d'achat. Lorsque le programme présidentiel prévoit un accompagnement à l'isolation des maisons, même si ce n'est pas le problème le plus important dans notre région, il existe quand même, cela permet de faire baisser la facture énergétique, donc cela rend du pouvoir d'achat. Et on voit que les sujets qui opposent le pouvoir d'achat et la lutte contre le dérèglement climatique sont largement factices, parce qu'il y a tout un tas de mesures qui aujourd'hui, si on arrive à une sobriété, à une moindre consommation, à mieux épouser en matière d'alimentation ce que nous savons faire au niveau local et ce que nous savons faire en matière de proximité, de circuits courts, ça permet à la fois de faire du bien à la planète et de faire du bien au pouvoir d'achat. C'est ce qui est contenu dans les premiers textes qui sont prévus pour le Parlement si la majorité présidentielle devient la majorité parlementaire. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a un gouvernement qui n'a rien vu venir. Je rappelle que M. Le Maire, en début d'année, a dit qu'on allait retrouver des taux de croissance proches de ceux qu'on a connus dans les 30 Glorieuses. Résultat des courses, moins 0,2 au premier trimestre, et une inflation à 5,2%, et une inflation qui va continuer à croître et qui sera peut-être à 2 chiffres à la fin de l'année. Donc nos gouvernants n'ont pas vu la crise venir. Ensuite, vous parlez des retraites. Oui, les retraites. Mais qui a gelé les retraites entre 2014 et 2016 ? Monsieur Hollande. Qui a désindexé les retraites ? Monsieur Macron. En 2019, il a désindexé les retraites. Et donc, un retraité qui a vu sa retraite liquidée en 2010, aujourd'hui, il a une retraite très inférieure en termes de pouvoir d'achat à celle qui lui est versée en 2022. Donc dire on va réindexer juste avant les élections, en commençant à dire que ça sera que pour les retraites jusqu'à 2 000 €, c'est toujours pareil. Tous ceux qui gagnent un petit peu trop, ils ont le droit à rien et ils payent tout. Et c'est ce que va faire M. Macron sans doute. Et donc ils vont réindexer que les retraites de l'État, pas les retraites de l'ARCO. Donc c'est toujours pareil. Les artisans, les personnels, les gens qui travaillent dans le privé n'auront pas droit à ces réindexations. Et si on veut vraiment réindexer, c'est ce que propose le Rassemblement national, les retraites, c'est un effort considérable à faire pour éviter l'appauvrissement des Français. Parce qu'aujourd'hui, les Français s'appauvrissent. C'est ça la réalité. Alors, le dégel du point ARCO et AGIRC relève de l'ARCO et de l'AGIRC et pas de l'État. Ce qu'on va faire, Philippe Pradal, je vous propose, c'est que tout le monde va s'exprimer parce que tout le monde va
va forcément critiquer la majorité présidentielle. Et je vous laisserai répondre à la fin, ce sera plus simple. Laurent Castillo. Oui, donc critiquer la majorité présidentielle, on se rend compte aujourd'hui, on a entendu ces retraités qui réclamaient, je veux dire, cette réindexation. On se rend compte pourquoi on ne l'a pas fait avant. Je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a été président de la République pendant 5 ans et il était même conseiller et donc de François Hollande. C'est sa responsabilité et véritablement, on a l'impression de découvrir la problématique du pouvoir d'achat, comme si Emmanuel Macron ne tenait pas les rênes de ce pays. Donc véritablement, oui, aujourd'hui, c'est une promesse, et c'est une promesse qu'on partage tous, de réindexer, je veux dire, les retraites sur l'inflation. C'est évident, mais qu'est-ce qui est différent dans le programme des Républicains ? Alors, sur la réindexation, je veux dire, on est, je pense, tous d'accord autour de cette table. Je pense que sur le pouvoir d'achat, c'est lever la pression fiscale qu'on a sur les salariés. C'est lever la pression fiscale qu'on a sur les salaires. Il faut redonner, je veux dire, sur les salaires, diminuer la contribution, la CSG, désindexer, défiscaliser l'ensemble des heures supplémentaires. Et cette pression fiscale, le prix de l'essence est symbolique. Le prix de l'essence est symbolique. 60% du litre d'essence est consacré à des taxes, avec des taxes sur les taxes. Et véritablement, c'est symbolique du pouvoir d'achat. On l'a dit, les gens hésitent entre faire le plein et remplir leur frigidaire, mais le litre d'essence est symbolique. Il faut véritablement redescendre le litre d'essence à 1,50 € en contrôlant et en arrêtant ces taxes sur les taxes. Enzo Justi, puis Philippe Bardon. Oui, alors je suis... Alors, Enzo Justi, juste je vous demande une précision. Oui. Le slogan de cette nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est « Un autre monde est possible ». Quel serait cet autre monde en matière de pouvoir d'achat ? Alors, je vais rebondir sur l'exemple des fruits et légumes, puisqu'en fait, je le connais bien, puisque j'ai monté une boîte dans l'entrepreneuriat social et solidaire qui aide justement les agriculteurs à vendre leurs fruits et légumes moches, les tordus, les hors calibre, pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc, moi, j'ai vu la galère dans laquelle sont les agriculteurs pour vendre leurs produits et la galère dans laquelle sont les consommateurs et les consommatrices. En revanche, il y a un élément où je ne suis pas d'accord avec M. Castillo, il parle que c'est la faute de la pression fiscale. Moi, j'ai travaillé avec les distributeurs, j'ai vu la marge des distributeurs sur les produits qu'ils achètent aux producteurs et les produits qu'ils vendent aux consommateurs. Donc aujourd'hui, la problématique pour les retraités, c'est comment est-ce que je fais pour acheter une courgette ou comment je fais pour acheter du chou-fleur. Et c'est pour ça que la mesure phare que porte la nouvelle Union populaire, c'est le blocage des prix sur les produits de première nécessité, dont les fruits et légumes, dont l'essence et sur les produits d'hygiène. Et quand M. Pradal me parle mais ce vernis social, vous portez le bilan d'Emmanuel Macron. Le bilan d'Emmanuel Macron, c'est 400 000 pauvres de plus en un quinquennat. Aujourd'hui, on a 1 million de retraités sous le seuil de pauvreté. Enfin, on parle plus de... Il faut plus juste se réorienter, il faut bifurquer, il faut faire un changement radical parce que les gens ne s'en sortent plus du tout. Est-ce que ce que vous venez de dire là, est-ce que la principale mesure, pour que les gens retiennent une mesure simple, c'est le blocage des prix sur les produits de première nécessité ? Il y en a beaucoup, c'est un programme complet, je rappelle, c'est un programme commun donc de 650 mesures, mais l'avantage du blocage des prix, c'est qu'on peut le prendre dès le premier jour de la mandature. On arrive, on bloque les prix sur les fruits et légumes, sur l'essence et sur les produits de première nécessité comme ceux d'hygiène. Philippe Bardon. D'abord, sur les retraités, il y a une urgence, c'est la revalorisation des petites retraites, toutes celles en dessous de 1 300 €. C'est assez facilement faisable. Avec une exonération sur la CSG et la CRDS, on peut rendre jusqu'à 600 € de pouvoir d'achat par an à ces retraités qui touchent une retraite de moins de 1 300 €. Ensuite, il y a une question que j'entends beaucoup revenir, justement, c'était le marché de la libération que vous avez filmé, et on croise là beaucoup de dames, le plus souvent, qui sont veuves, et moi je défendrais le passage de 54 à 75% de la pension de reversion pour les veufs ou veuves. Et ensuite, toujours sur le même sujet, il y a aussi une question de justice fiscale, et je pense qu'il faut rétablir la demi-part fiscale et donc baisser la demi-part fiscale pour les veufs ou veuves et donc baisser la fiscalité. C'est 1 milliard d'euros de pouvoir d'achat qu'on peut rendre aux veufs et aux veuves sur les impôts. Bien sûr, le pouvoir d'achat, c'est pas un problème que pour les retraités. Vous avez raison, Monsieur Justi.
il y a une question de tarif. Je veux dire, très clairement, les salaires sont trop bas, les prix sont trop élevés. C'est ça le pouvoir d'achat. Moi, je reprends volontiers à mon compte la proposition de Marine Le Pen pendant l'élection présidentielle, que j'ai défendue pendant l'élection présidentielle, qui est celle d'une TVA à 0% sur un panier de 100 produits alimentaires et d'hygiène, c'est-à-dire les produits dont on ne peut pas se passer dans la vie du quotidien. Une TVA à 0% sur 100 produits, un panier de 100 produits qui là, permettrait évidemment de faciliter la vie de nombre de nos compatriotes. Mais bien sûr qu'il y a des gens, vous avez raison, monsieur Justy, aussi dans la grande distribution en particulier, qui font des profits qui peuvent apparaître scandaleux. On sait aussi les processus d'optimisation fiscale, où justement, pour ne pas payer la TVA, etc., qui existent. Mais oui, il existe aussi un problème, je le disais, de salaire. La différence dans notre pays entre le salaire brut et le salaire net, pour n'importe quel salarié qui regarde ce que coûte son emploi à son patron, ce que l'État prend en chemin sur les charges patronales et sur les charges salariales, bien sûr qu'on se dit là qu'il y a un problème. Et il y a une mesure qui me semble une mesure de bon sens, c'est vrai monsieur Castillo, qui est déjà la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est-à-dire redonner du sens aussi au travail, au mérite. Le problème, c'est qu'on travaille bien, mais on n'est pas assez payé aujourd'hui dans notre pays. Alors, avant de redonner la parole à Philippe Radal, ça a suscité des réactions. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Enzo? C'est juste qu'en fait, aujourd'hui, on parle du salaire brut, mais ce salaire brut que les gens payent, que les gens reçoivent, ça permet de financer les services publics. Ces services publics aujourd'hui qui font défaut, on le voit de plus en plus défaillants, justement. Oui, mais avec les urgences qui ferment. Si on diminue le salaire brut, on va plus pouvoir financer ces services publics. C'est une question de choix, les finances publiques, monsieur Justy. C'est une question de choix, mais moi je vous rejoins là-dessus. Bien sûr qu'aujourd'hui notre système de santé est en train de s'écrouler et défaillant. Bien sûr que dans le domaine de la sécurité, les Français n'en ont pas pour leur argent, pour le dire simplement. Mais tout ça, c'est des questions de choix. Il y a des économies qui peuvent être faites sur d'autres choses. Vous avez une avance qu'on ne pourra pas rattraper. Enzo Justy, allez-y. Donc c'est par rapport à ces éléments-là, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces retraités, comme tous les autres citoyens et les autres citoyennes, ne s'en sortent plus, non pas parce qu'il y a trop d'impôts, etc., mais c'est parce qu'on a fait un choix de société qui est de dire on laisse les profiteurs de crise se gaver. Et donc aujourd'hui, on a comme les sociétés du CAC 40 qui vont engranger des profits qui n'ont jamais fait autant de profits, et on a une présence des services publics qui s'éclaircit au niveau des territoires. Donc on ne peut pas se permettre de laisser ça arriver. Deux questions. D'abord, Laurent Castillo, une question. Est-ce que la droite classique que vous représentez, est-ce qu'elle n'a pas aussi une responsabilité dans ce qui se passe en ce moment? Elle a été au pouvoir pendant longtemps. Mais elle a été au pouvoir, je vous rappelle que ça fait 10 ans qu'elle n'est plus au pouvoir. Je veux dire, donc aujourd'hui, on ne peut pas tout remettre sur la droite classique. Mais véritablement, vous l'avez dit, vous avez parlé de la pression fiscale. On est un pays qui payons le plus d'impôts au monde. Et aujourd'hui, on a un service public. Les impôts devraient nous permettre d'avoir une santé de qualité, une éducation de qualité, une sécurité de qualité. Et en face de cette pression fiscale énorme, je veux dire, on a un service public qui est totalement défaillant. Donc, je ne pense pas que ce soit la politique du chèque en blanc d'Emmanuel Macron qui va aggraver la problématique de la France. Il nous faut une réforme structurelle. Il faut supprimer cette administration administrante. Et si vous permettez juste un mot, cette administration administrante, je la vis à l'hôpital. Je la vis tous les jours. L'hôpital public, c'est 34% d'administratif. Alors que dans les autres pays, on est à 15%. Il faut sortir les gens des bureaux et les mettre au contact des gens. Il faut remettre du soignant et diminuer de l'administratif. Tout le monde sera gagnant. Et véritablement, on ne peut pas continuer avec une pression fiscale aussi élevée et de constater la désintégration de notre service public. Benoît Candel, et ensuite, on va laisser répondre Philippe Radal. Mais il faut trop jouer dessus, bien évidemment. On ne peut pas distribuer une richesse qu'on n'a pas créée. Et c'est ce que fait Macron actuellement. Aujourd'hui, il a fait une montagne de dettes et les taux d'intérêt sont en train de remonter. On va vraiment, en plus du mur de l'inflation, avoir le mur de la dette. Il faut relocaliser, il faut créer de l'activité en France, il faut sortir de la culture du tout service. Simplement 2 chiffres. La balance commerciale française, c'est moins 85 milliards l'année dernière. Pendant ce temps-là, les Allemands ont fait 200 milliards de plus-value en termes d'échanges commerciaux. C'est ça la fragilité de la France. Donc on l'a vu avec la crise du Covid, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, on est très très dépendant de l'extérieur, on est très fragile sur tout un tas de sujets. Il est impératif de relocaliser nos entreprises, nos activités
ici en France. Et on gagnera avec ça sur le carbone, on fera moins de carbone et on fera plaisir à M. Gusti. Alors Philippe Pradal, pour être honnête et correct, il faut vous laisser répondre puisque c'est normal, vous représentez la majorité présidentielle. Non, mais c'est un peu le principe, hein. C'est normal que la majorité présidentielle soit attaquée par les autres candidats. Moi, du coup, si je résume un peu ce qui s'est dit là, en gros, ce qu'on reproche au programme de la majorité présidentielle, en simplifiant, c'est un petit peu de mettre des rustines et de ne pas changer de système, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je pense, et je trouve l'exercice auquel nous venons d'assister un peu d'un seul contre tous, mais c'est la règle du jeu, démontre que le chemin et le programme de la majorité présidentielle est le bon. On a des solutions qui tournent autour de l'économie administrée. Blocage des prix, taxation des surprofits, on va aller chercher les profiteurs de guerre, etc. Il y a des pays qui s'y sont livrés de façon forte. Et on a vu que ça n'a eu aucun effet sur l'inflation et aucun effet sur l'amélioration du niveau de vie. À prendre un pays qui plaît beaucoup à la France insoumise et à son leader, notamment le Venezuela. Après, on a une autre famille de solutions, qui est la famille de solutions, effectivement, et j'ai entendu des mots, moi, qui me choquent. Hein. Quand on me parle de services publics totalement défaillants, moi, je pense aux fonctionnaires. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui font un très beau travail, un très bon travail avec difficulté. On est d'accord. Et je pense que dire que le service public est totalement défaillant, c'est aussi parler de gens qui accomplissent le service public. Le service public, il est fait tous les jours et partout, et y compris par beaucoup de gens dont on a un peu oublié l'engagement. Qui aimeraient bien avoir davantage le soutien de l'État. Et M. Pradal, on dépense dépense plus de 200 milliards chaque année pour l'hôpital, et ça ne marche pas. Non, mais quand on dit à M. Macron, occupez-vous de l'hôpital, il dit quoi ? Il dit, je vais créer une commission. C'est ça qu'il a dit encore. Attendez, continuez. Voilà, donc après, l'autre chemin, c'est dire effectivement, alors avec une TVA à taux zéro, avec de fortes augmentations, etc., là aussi, un modèle dont on sait qu'aujourd'hui, qu'il est difficilement finançable. Je rejoins en revanche ce Candel sur un point, qui est d'ailleurs un point très fortement soutenu par Édouard Philippe dans toutes ses prises de parole, c'est dire notre pays s'est abandonné sur un point essentiel, qui est son industrie. Une des voies et un des éléments extrêmement importants que doit porter le prochain quinquennat et qui est déjà inscrit dans un certain nombre de projets, c'est la reconquête industrielle de notre pays. Parce que nous allons créer des emplois, parce que nous allons former nos jeunes et nous allons probablement, sur ce territoire, notamment, et dans la 3e circonscription, notamment pouvoir décliner des expérimentations qui se font déjà au niveau de la métropole sur un certain nombre de choses. On disait qu'effectivement, il y a la notion de tarif. C'est très important, la notion de tarif. La mobilité est un sujet essentiel. On voit que la mobilité sur la métropole Nice-Côte d'Azur fonctionne avec un réseau attractif et des tarifs et des agents publics qui exercent leurs fonctions avec engagement. C'est ça, ce modèle. Et ce modèle, c'est celui qui est porté par le programme de la majorité présidentielle. C'est de dire qu'effectivement, entre deux blocs qui portent des solutions de rupture, mais qui sont des solutions de rupture que l'on ne sait pas faire fonctionner, il y a une solution, une voie centrale qui doit faire la place à écouter la détresse sociale qui s'est exprimée, écouter les demandes qui se sont exprimées et trouver le moyen de le faire. Quant au mur de la dette, juste un mot sur le mur de la dette, elle ne se finance que d'une façon. Elle se finance par la croissance. Et c'est donc par la réindustrialisation et par le soutien et le fait que nous ayons une trajectoire vers le plein emploi est un élément très favorable. C'est comme ça qu'on remboursera la dette. Plus que le niveau de la dette, ce qui est préoccupant, c'est la capacité à la rembourser. Or, notre pays a les moyens, quand il a un projet, de réaliser des prouesses dans ce secteur-là, il les réalisera. Je vous donne un repère, il nous reste 7 minutes d'émission. On va rester quelques minutes sur ce thème parce que c'est très intéressant. J'ai compris ce que vous dites, Philippe Pradal. Donc la question en fait que je vais poser à tous les autres, à tous les quatre, c'est effectivement vous avancez des solutions, mais qui sont théoriques. On peut reconnaître à la majorité présidentielle qu'elle est aux affaires. Et donc ils n'ont rien fait de ce dont M. Pradal nous parle. Oui, mais elle est aux affaires, donc elle est un petit peu... Laissez-moi parler, j'ai mon temps de parole aussi. Elle est aux affaires et elle a les mains dans le cambouis. On voit ce qui a été fait. Après, c'est bien ou c'est pas bien, j'en sais rien. Qu'est-ce qui nous prouve que ce que vous avancez est réalisable ? C'est ça la question. Enzo Giusti. Aujourd'hui, il faut savoir que le programme de la Nouvelle Union Populaire, c'est un programme de société, c'est un projet de société qui est cohérent et qui, en fait, recouvre toutes les zones de la vie courante, de la vie quotidienne. Prenons par exemple le blocage des prix sur l'essence. Vous me demandez comment on fait. C'est très concret. 2e jour de la mandature, on envoie une délégation en Algérie pour aller négocier du blé à prix bloqué contre du pétrole à prix bloqué. Simple. Pareil pour les fruits et légumes. Comment est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, un distributeur fait 100% de marge sur un fruit ou un légume, il fera moins de marge. Ces éléments-là, ils sont concrets et ils ne viennent pas d'un parti politique, un technocrate dans un bureau qui s'est dit « tiens, on va faire comme ça ».
Ils viennent de gens sur le terrain, ils viennent d'associations de consommateurs, ils viennent de syndicats, de citoyennes et de citoyens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que c'est faisable. Et vous pouvez d'ailleurs vous référer à l'émission de chiffrage qui, au jour d'aujourd'hui, il ne me semble pas que d'autres organismes politiques l'aient fait. On nous parle beaucoup de mesures de la majorité présidentielle, mais on ne pose jamais la question de comment est-ce qu'on finance. Nous, aujourd'hui, vous avez un programme qui coûte 250 milliards et qui, derrière, génère 267 de revenus. Laurent Castillo ? Oui, je veux dire, un mot, je veux dire, effectivement, en tout cas, on a un bilan. Il est évident que ce bilan, tout le monde peut le constater, il n'est pas très bon. Et aujourd'hui, on veut porter un autre projet. On veut porter une réforme de l'État, une réforme structurelle de l'État. Et les économies passeront par cette réforme, cette grande réforme structurelle de l'État. Par arrêter véritablement cette politique du chèque. Et je dirais un élément qui peut intéresser même mon voisin de droite, c'est probablement ma culture gaulliste. Qui est à gauche d'ailleurs. Mais là, dans le cas présent, il est à ma droite, mais effectivement, tout le monde sait qu'il est de gauche. C'est l'intéressement des travailleurs au bénéfice de l'entreprise. C'est cette vision gaulliste entre le communisme et le libéralisme forcené. Il faut véritablement redonner du sens à l'engagement des salariés. Benoît Cornel. Oui, on reviendra à une France qui créera de la richesse lorsqu'on sera indépendant au niveau énergie. Et en fait, l'action de M. Macron, votre nouvel ami, et de son prédécesseur, ça a été justement de sortir la France de cette indépendance énergétique. On avait une filière d'excellence, c'était le nucléaire. On l'a détruite. Les ingénieurs, mon fils est ingénieur, ils ne s'engagent plus dans la voie nucléaire parce qu'on les a découragés d'y aller. Et aujourd'hui, on se replie sur le photovoltaïque qu'on ne maîtrise pas, parce que c'est des technologies qu'on connaît, mais on n'a pas les matières pour le faire. Et donc, on est encore en dépendance vis-à-vis de l'étranger. Il faut revenir à un principe d'indépendance énergétique en France, c'est tout à fait fondamental. De façon très courte, Philippe, pardon. Non, mais c'est assez marrant, Monsieur Pradal, j'ai l'impression qu'on est au conseil municipal ou au conseil métropolitain, parce que c'est toujours la même chose. On commence en expliquant qu'il y a un problème énorme de pouvoir d'achat, que le quinquennat d'Emmanuel Macron, ça a été un quinquennat de casse sociale. On voit des retraités qui n'arrivent pas à acheter des fruits et légumes, et vous arrivez en nous disant tout ce qu'on a fait est formidable, c'est exceptionnel, et donc on va continuer. C'est toujours un petit peu comme ça. Vous dites les expériences fructueuses au niveau de la métropole. J'espère que vous ne parlez pas de la Plaine du Var. Vous y aviez promis des dizaines de milliers d'emplois. Les seuls qu'on y a vus, c'est ceux que vous allez être allés prendre à IBM. On va pas partir dans ce débat là, Philippe. Pardon, il reste 3 minutes. La création d'emplois, en tout cas, elle n'est pas au rendez-vous. C'est moins qu'on puisse dire. Vous me répondez en un mot, Philippe Pradal. Ensuite, on fait un dernier tour de table. Il reste très peu de temps sur ce qui vient d'être dit. Sur l'ensemble de ces sujets, enfin, on va prendre le sujet de l'indépendance énergétique, et ne prenons que celui-là. La filière nucléaire, il est prévu qu'elle soit renforcée dans le programme de la majorité présidentielle. Vous l'avez lu, Monsieur Candel. Il a fermé Fessenheim. Vous l'avez lu, Pourquoi Monsieur ferme-t-il Candel. Fessenheim ? Et il y a véritablement la volonté. Ensuite, autre aspect de l'indépendance énergétique, qui a besoin de l'électricité, qui donc a aussi besoin du nucléaire. La filière hydrogène. On sait qu'on a une vraie carte à jouer sur laquelle la France peut avoir une carte à jouer spécifique de réindustrialisation, d'invention de nouveaux métiers. Il y a tout cela dans le programme de la majorité présidentielle. Et c'est cela qui financera les mesures qui sont annoncées dans le programme. Juste un mot là-dessus. Véritablement, on voit le grand écart de la majorité présidentielle qui a commencé à fermer des réacteurs nucléaires et qui, juste avant les élections, a redécouvert la filière nucléaire. Oui, dans le mix énergétique, là, le nucléaire est la clé de la souveraineté. On arrive à la fin de l'émission. Vous me promettez de faire court parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. On termine sur l'émission comme ça. Je vous demande, si vous êtes élu, quelle serait votre première proposition de loi, le premier thème que vous aimeriez aborder? On fait ça avec tous les 5 Enzo Giusti. Alors, encore une fois, une première mesure, c'est difficile dans la mesure où il y a tout un programme cohérent de société, mais comme je le disais, vu mon expérience, moi, ce qui m'intéresse, c'est la filière alimentaire, la souveraineté alimentaire tout particulièrement, puisqu'on est très faible dans le 0,6. Mais donc, ce serait, par exemple, s'il y en a une qui me tenait à cœur plus que les autres, ce serait le développement d'une filière systématique de collecte et de revente des fruits et légumes qui sont perdus au champ et qui permettrait aux populations d'accéder à des fruits et légumes moins chers et aux agriculteurs de ne pas avoir à détruire des produits consommables. Vous avez un peu moins de 30 secondes chacun, Philippe, pardon. La lutte contre l'islamisme avec une loi pour priver de leur mandat les élus qui se compromettent avec des associations islamistes, que cela soit par clientélisme électoral, c'est ce qu'on vit avec M. Estrosi à Nice, ou que ça soit par soumission idéologique, c'est ce qu'on vit avec M. Piolle à Grenoble.
Benoît Candel. Alors moi, je voudrais défendre une loi sur la présomption d'innocence des policiers, des gendarmes, des policiers municipaux qui utilisent leur arme en état de légitime défense. Pourquoi ? Parce que j'ai connu cette situation moi-même. Je me suis fait tirer dessus sur une opération de police judiciaire. J'ai riposté. C'était dans les années 90. Et à l'époque, on ne m'a pas mis en garde à vue, on ne m'a pas mis en examen. Le parquet, et c'est normal, a fait les vérifications nécessaires pour s'assurer que j'étais bien en état de légitime défense. Et ça s'est arrêté là. Aujourd'hui, nos policiers et nos gendarmes sont traînés dans les salles de garde à vue dès qu'ils se défendent ou dès qu'ils défendent autrui. Et c'est ça que je veux changer. Merci. Philippe Pradal. Renforcement des pouvoirs des polices municipales pour qu'elles puissent être mieux déployées sur le terrain avec plus de pouvoir, accès à un certain nombre de fichiers. Une mesure qui n'est pas que symbolique, reconnaissance du statut de pupille de la nation pour les enfants des policiers municipaux qui seraient décédés en service. Et Laurent Castillo. Alors, la santé, l'hôpital public. Aujourd'hui, il faut changer la gouvernance hospitalière. Il faut remettre à la tête de cette guerre un médecin, comme dans les centres de lutte contre le cancer. Il faut redonner aux chefs de service une liberté. Il faut redonner du sens aux soignants. Et ça ne peut être fait que par les soignants. Merci à tous les 5 en tout cas d'être venus sur ce plateau pour débattre, un débat qui était très intéressant. Merci à tous les 5 d'être venus parce que vous verrez ce soir, c'est pas le cas dans toutes les circonscriptions parce qu'effectivement on se retrouve ce soir à 23h30 pour 2 débats, la 5e circonscription du Var et la 4e circonscription des Alpes-Maritimes. Dans quelques instants le journal, très belle fin d'après-midi et donc à ce soir.